Bon, il faut que je vous parle d'un truc qui m'a complètement retourné le cerveau. J'ai longtemps cru que construire une maison en ossature bois comme moi j'ai fait, c'était un truc super écologique. Et en fait, j'ai découvert un truc assez incroyable dont assez peu de personnes parlent. Et c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc moi j'ai construit ma maison à 90% en bois, la dalle est en bois, les murs sont en ossature bois, le revêtement des murs intérieurs c'est du lambris, c'est en bois, le revêtement extérieur c'est du bardage, c'est en bois, les parquets c'est des parquets en bois, donc vraiment 90% de la maison c'est du bois, même l'isolant c'est de la fibre de bois, donc vraiment beaucoup de bois. Et donc j'ai choisi ces matériaux là parce que pour moi le bois c'est un truc écologique pour plein de raisons. Déjà c'est local. Surtout que moi là la plupart du bois donc c'est du Douglas et qui vient des forêts du Morvan et moi je suis très proche du Morvan et je pense que la plupart du bois en Douglas de ma maison a été fait à moins de 100 km de chez moi, donc voilà, plutôt local, donc peu de pétrole pour le transport. C'est aussi écologique parce que le bois en fait ça stocke le CO2 et ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait la plupart du poids d'un morceau de bois c'est du CO2 en fait qui a été puisé par l'arbre dans l'air. Donc moins de CO2 ça c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'écologie, pour le réchauffement climatique. Donc encore une fois le bois c'est écologique. Le bois ça a aussi un impact assez faible sur l'environnement quand il est utilisé. Ça rejette pas de polluants dans la nature même quand on le travaille, quand on le coupe. Et en fin de vie ça va pas avoir d'impact négatif, on va pas avoir de soucis à gérer ce genre de déchets là. Évidemment c'est aussi un matériau qui est renouvelable, hein. Si on coupe un arbre et qu'on en replante un, il va en repousser un nouveau sans souci. Et enfin je trouve que la transformation du bois nécessite assez peu d'énergie. Juste avec une tronçonneuse, en fait, on peut passer d'un arbre qui est dans la forêt sur pied à du bois d'œuvre, même si généralement on passe par les tapisseries avec des machines un peu plus grosses, mais ça reste quand même des machines relativement petites. Quand on compare l'énergie nécessaire, par exemple, pour fabriquer du plastique, il faut extraire le pétrole, il faut raffiner le pétrole, et ensuite il faut créer les plastiques. Ça demande énormément d'énergie, des usines très grosses qui consomment beaucoup d'énergie, qui sont polluantes, etc. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai voulu utiliser le bois dans ma maison, et c'est ce que j'ai fait. Mais je suis tombé sur un documentaire et sur un reportage qui vraiment ont remis pas mal de choses en question. Le premier ça s'appelle Le temps des forêts, c'est un documentaire qui fait un peu plus d'1h30 je crois. Et l'autre c'est une vidéo YouTube de Vincent de la chaîne Partager c'est sympa qui parle aussi de ce problème là de l'exploitation des forêts. Des machines qui arrachent, coupent, débitent un arbre en moins d'1 minute. Des hectares entiers dévastés, la surface scalpée de toute végétation, creusée par des ornières béantes à même l'humus. Voilà une zone Natura 2000 en forêt publique qui se fait défoncer pour couper toujours plus d'arbres. Donc là je vais vous dire un peu les principaux problèmes, en tout cas ceux moi qui m'ont le plus parlé, le plus touché, mais il y a plein d'autres problèmes que je ne vais pas pouvoir aborder dans cette vidéo là, mais si ça vous intéresse, je vous mets les liens en description pour que vous puissiez vous renseigner un petit peu plus. Donc en fait le principal problème du bois, c'est pas le bois en lui-même, tout ce que je vous ai dit c'est vrai sur la partie écologique, le problème c'est comment est-ce qu'il est produit et récolté. Ce qu'on a fait pendant très longtemps, c'est qu'on allait prélever des arbres par-ci par-là dans les forêts, en choisissant les arbres qui étaient arrivés à maturité, qui étaient prêts, suivant l'utilisation qu'on voulait en faire, du bois d'œuvre pour faire des charpentes, des bois de chauffage par exemple, ou peu importe ce qu'on avait besoin de faire, on allait choisir les arbres dans la forêt, et puis il y avait une vraie logique de... On choisit quel arbre on coupe aussi pour aider les autres arbres à se développer. Par exemple, couper certains arbres, ça permet de faire un puits de lumière qui va aider d'autres arbres à se développer. Donc il y a toute une réflexion qui se fait là-dessus sur quel arbre on laisse, quel arbre on coupe, quel arbre va être joli et va être bien droit, donc intéressant pour les structures, quel arbre au contraire est tout biscornu, donc lui on le coupe un peu plus tôt pour en faire autre chose. Et ce qui fait que quand on prélève un petit arbre comme ci par-là, on a assez peu de problèmes, on modifie pas l'écosystème de la forêt. Parce que voilà, on coupe un arbre, mais il y en a 50 autres autour, donc ça pose pas de problème dramatique. Et là en fait ce qui se passe de plus en plus depuis quelques décennies je dirais, c'est que on n'a plus la même logique et on se dit de plus en plus on va exploiter une forêt comme on cultive du maïs ou du blé par exemple. C'est-à-dire qu'on va avoir le même arbre, la même essence sur une grande partie et que on plante et que tout arrive à maturité en même temps. Alors l'avantage de ça au niveau industriel et financier, c'est que c'est beaucoup plus facile de couper 3-4 hectares de forêt d'un coup que d'aller prélever un arbre par-ci, un arbre par-là. Et on va aussi pouvoir utiliser des machines beaucoup plus grosses qui vont pas se poser de question de est-ce que ça passe dans la forêt, parce que y a les autres arbres, donc il n'y a pas non plus de la place énorme pour des gros engins. Mais là si on se dit qu'on rase tout, on peut faire des machines énormes qui vont super vite.
pour couper tout ça. Et pareil, comme on les plante tous en même temps, ils arrivent à maturité à peu près tous en même temps, et donc on peut tous les couper d'un coup, donc c'est super intéressant d'un point de vue rentabilité et financière et efficacité, on va dire. Donc ça, c'est vraiment le modèle qu'on utilise en agriculture intensive depuis un petit moment, et on sait que ça pose plein de problèmes, notamment en fait quand on va faire un champ avec que la même variété, dès qu'il va y avoir un parasite, un insecte, un champignon, et ben comme c'est par exemple un champignon qui aime le maïs et qu'il n'y a que du maïs autour, et ben il va se faire plaisir et il va infecter tout le champ. Donc ça nécessite d'utiliser beaucoup plus de pesticides. Et puis il y a aussi un problème de biodiversité. En fait, chaque plante, quand elle pousse, elle va prélever des choses dans le sol, prélever des choses dans l'air, et quand elle meurt et qu'elle va se dégrader sur le sol, elle va aussi apporter certains nutriments au sol. Et en fait, le fait d'avoir plein d'espèces, de variétés différentes, ça fait qu'il y a plein de bonnes choses dans le sol. Et voilà, et chaque plante va pouvoir puiser ce qui l'intéresse dans le sol. Mais quand on fait de la monoculture, on n'a plus cette diversité là, donc on va plus avoir les mêmes équilibres au niveau du sol, et ce qui fait qu'on va être obligé généralement de mettre des engrais pour arriver à une production qui est intéressante. Et donc, utilisation d'engrais, utilisation de pesticides. Et puis quand on met tout ça sur les plantes et sur le sol, il y en a une partie qui se retrouve dans les nappes phréatiques et après qui vont aller poser plein de problèmes au niveau des cours d'eau, des poissons, etc. Il va y avoir des algues, plein de choses très problématiques. Et donc voilà, on sait que ça marche pas vraiment et qu'il faut que ce modèle-là, déjà, on le change pour l'agriculture. Et plutôt que se dire, on va pas partir dans la même direction pour l'exploitation des forêts, c'est exactement ce qu'on fait. Donc voilà, c'est dommage, et donc il y a plein de problèmes qu'on retrouve qui vont être un peu en commun dans l'agriculture intensive et l'exploitation forestière intensive. Un autre problème qui est intéressant, je trouve, c'est l'utilisation de grosses machines. Ça va perturber le sol en profondeur, parce que ça va le tasser dans les ornières, là où les tracteurs, les engins vont passer. Et en fait, comme ça va compacter le sol, les cours d'eau souterrains, les nappes phréatiques, elles vont plus avoir le même chemin, elles pourront plus passer à cause de ces tassements, et donc ça va dévier l'eau, les cours d'eau. Et donc ça peut avoir un impact qui va au-delà des quelques hectares qui ont été coupés d'arbres. Ça peut avoir un impact sur la forêt au-delà, auquel on n'a pas touché directement. Et même chose, quand on va raser 2-3 hectares, tous les animaux qui vivent là, bon déjà il y en a une bonne partie qui va se faire tuer au passage malheureusement, et les autres qui vont fuir, ils vont aller dans les forêts alentours, et ce qui fait que dans les forêts alentours, là où il y avait un équilibre avec une certaine production de nourriture pour les animaux et un certain nombre d'animaux, et là on va se retrouver avec beaucoup plus d'animaux, et ça va pareil poser des problèmes d'équilibre. Et tout ça, ça va avoir des répercussions sur la vie du sol, sur la façon dont la forêt pousse, parce que la forêt, elle est vachement en symbiose avec les animaux. Il y a une bonne partie des arbres qui ont besoin des animaux pour pousser, que ça soit soit pour répartir les graines pour faire les nouveaux arbres, soit au niveau des déjections, et pareil au niveau de la vie microbienne du sol. Il y a une transformation quand les feuilles elles tombent, c'est transformé en humus, donc qui se retrouve en nourriture pour les arbres, et ça c'est fait avec des animaux. Et dès qu'on perturbe tout ça, ça pousse forcément moins bien, et ça peut détruire les forêts. Un autre truc intéressant aussi, c'est que le bois mort a un rôle essentiel dans la forêt. En fait, quand il y a des arbres qui meurent, il y a certains arbres qu'il faut laisser en place, parce que ça fait des abris pour certains animaux, ça fait de la nourriture pour certains animaux, et ça va apporter plein de bonnes choses qui vont permettre, encore une fois, à la forêt de se développer. Mais quand on décide de faire une coupe rase et de couper 4-5 hectares, on va tout enlever, et même les bois morts, les machins, on va tout ramasser pour en faire du bois de chauffage ou des choses comme ça. Et il va plus rien rester sur le sol, il va être quasiment à nu, et donc le sol il va pas pouvoir se régénérer. Alors peut-être que la première fois ça va aller parce qu'il va encore y avoir plein de ressources dans le sol, mais en fait si on fait ça 3, 4, 5 fois, au bout d'un moment il va rien rester dans le sol et il n'y a plus rien du tout qui va pousser. Et ça arrive déjà en agriculture intensive. Il y a des sols qui sont tellement labourés, on a tellement mis d'engrais, de pesticides dessus, qu'il n'y a plus aucune vie microbienne dans le sol, et du coup il y a quasiment plus rien qui pousse. Le sol c'est inerte quoi. L'autre problème aussi de tout raser et de tout planter les arbres en même temps, ils vont tout le temps avoir le même âge, et donc il n'y a pas un effet de protection qui va se faire. Alors que dans une forêt, les arbres plus grands ont un rôle à jouer par rapport aux arbres plus petits, et inversement. Et donc on va pas retrouver ça, donc l'équilibre il sera aussi beaucoup plus fragile dans des forêts comme ça, ce qui pose encore une fois plein de problèmes. Et donc c'est vrai qu'on peut entendre, et moi j'avais déjà entendu souvent, que en France la surface de forêt augmentait de plus en plus depuis je sais plus 50-60 ans, un truc comme ça. Donc moi je me disais c'est cool parce que on utilise de plus en plus de bois pour la construction, et quand même les forêts s'agrandissent, donc ce qui veut dire qu'on prélève pas trop d'arbres, et donc on garde un certain équilibre. Mais en fait
oui, la surface de forêt augmente en France, mais en fait, c'est des forêts qu'on pourrait peut-être même pas appeler des forêts en fait, parce que c'est plutôt des champs de culture d'arbres. Et donc, comme je vous disais, dans ces trucs-là, il y a très peu de biodiversité. On appauvrit les sols et ça pose plein de problèmes, même aux alentours, au-delà de juste la surface de la forêt qu'on a créée. Et donc tout ça, vous en doutez, mais c'est lié au problème de l'argent, parce que il faut être le plus rentable possible. Donc c'est plus rentable de faire des grosses coupes que d'aller prélever par-ci par-là. C'est plus rentable du coup d'acheter des grosses machines, mais après il faut les rembourser parce que c'est des machines qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc forcément, après on privilégie les chantiers où justement on peut faire des grandes coupes rases. Et donc ça se nourrit, quoi. On achète des grosses machines, donc on a besoin de grandes surfaces. Et c'est de moins en moins bon pour l'écosystème et pour la planète et pour plein de choses. Alors heureusement, c'est pas encore la norme, en tout cas en France. Et il y a encore des scieries, des exploitants agricoles qui vont prélever que quelques arbres et qui ont une gestion à long terme des forêts. Mais malheureusement, de plus en plus, on se dirige vers une exploitation industrielle de ça. Et en fait, maintenant, c'est vraiment de la gestion à court terme. Un arbre, un chêne par exemple, je crois que c'est à peu près 50 ans pour qu'il arrive à maturité et qu'il soit intéressant d'être coupé pour être utilisé dans du bois d'œuvre par exemple. Et là, ce qui est de plus en plus privilégié, c'est des arbres qui poussent plus vite, donc comme le Douglas, comme l'épicéa, je crois. Et là, je sais que ça va plutôt être 20-30 ans. Mais c'est quand même beaucoup plus court terme. Et surtout, avant, en fait, sur des chênes qui doivent pousser pendant 50 ans avant d'être utilisés, ça veut dire que c'est tout le temps les générations d'avant, en fait, qui vont dire, tiens, celui-là, il y a quelques années, il va être joli parce qu'il commence à être bien droit, donc on va le laisser en place. Mais en fait, la personne qui prend cette décision, qui décide de protéger cet arbre-là et de ne pas l'exploiter tout de suite, en fait, il fait en quelque sorte un cadeau aux générations d'après parce que c'est pas lui qui va s'en servir parce qu'il sera à maturité que dans 50 ans. Et à chaque fois, c'est ça en fait. Le bois qu'on utilise quand on va couper un chêne qui a 50-60 ans, et c'est grâce à des gens des générations précédentes qu'on peut avoir ce bois-là de bonne qualité. Et du coup, notre rôle à nous, c'est de laisser des arbres et des forêts en bon état et des jeunes arbres comme ça pour les générations dans 50-60 ans qui auront aussi besoin de bois. Et là, c'est plus du tout la même logique, c'est on va au plus vite, on rase tout, on fait des trucs qui poussent en 20-30 ans et après on les rase. Et puis, si jamais ça appauvrit trop les sols et qu'un jour, il n'y a plus aucune forêt qui va pouvoir pousser là, c'est pas grave, ce sera pas notre problème, ce sera le problème des générations futures et ils trouveront eux une solution. Et voilà, c'est une logique, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais malheureusement, ça se développe de plus en plus. En France, il y a l'ONF qui est censé justement gérer ça et faire en sorte que les forêts soient durables au-delà de la génération en cours, donc pour les générations suivantes. Et il y a plein de pressions, et voilà, ça on parle aussi dans les documentaires, et il y a plein de témoignages là-dessus. Et il y a des gens qui essayent de faire un boulot de ouf chez les gardes forestiers et qui ont du mal, qui doivent se battre avec la hiérarchie, avec la pression, parce que bien que leur but, ça soit normalement de gérer durablement les forêts, il y a une pression pour que le but, ça soit d'être rentable chaque année le plus possible. Quand j'ai découvert ces deux trucs, donc déjà le reportage, après encore la vidéo de partager, c'est sympa, et que j'ai creusé le sujet et que j'ai vu qu'effectivement c'était un problème, ça m'a amené plusieurs réflexions. Déjà, je me suis dit qu'en fait, même si on utilisait un matériau qui est vraiment super écologique, et le bois est réellement écologique en tant que matériau, en fait, la façon dont il est produit et industrialisé fait que ça peut ne plus être du tout écologique et que ça peut du coup même apporter la destruction des forêts, ce qui est un gros problème. Je me demande si vraiment c'est possible d'avoir que tout le monde en fait ait une démarche écologique, parce que si tout le monde veut faire une maison en bois pour des raisons écologiques, ça fait que on est obligé de surexploiter les forêts de façon industrielle et du coup on détruit les forêts, donc c'est pas écologique. Et en même temps, par exemple, une des solutions, ça serait de dire on interdit les coupes rases, donc on fait que des petits prélèvements par-ci par-là pour pas trop perturber les forêts. Et par exemple, on dit que sur 1 hectare, on n'a pas le droit de prélever plus de tant de mètres cubes par an pour que la forêt se régénère et soit durable. Mais si on fait ça, donc on n'aura peut-être pas assez de bois pour faire les constructions. Et du coup, les constructeurs vont être obligés d'aller sur d'autres matériaux, par exemple les parpaings. Et les parpaings, donc ça nécessite du ciment qui nécessite beaucoup d'énergie à la production, beaucoup de transport. Ça nécessite aussi du sable. Et le sable, c'est aussi un problème qui est méconnu, mais il y a un vrai problème avec ça parce qu'on consomme trop de sable, ce qui crée des problèmes au niveau des rivières, au niveau du littoral. Bref, c'est un autre sujet, vous pourrez aussi vous renseigner là-dessus. Mais voilà, en fait, si on veut protéger un truc, on risque d'en détruire un autre. Et finalement, est-ce que c'est pas le problème de juste
Est-ce qu'on n'est pas trop nombreux à avoir des besoins? Est-ce qu'on n'a pas trop de besoins? Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre tout ça en cause? Et est-ce que c'est vraiment suffisant de se dire je vais prendre un matériau écologique et du coup ça va aller? Et je me dis que même si les quasiment 8 milliards d'êtres humains là qu'on est maintenant étaient tous d'accord pour dire maintenant on prend soin de la planète, c'est notre priorité avant tout, avant l'argent, avant l'économie et tout ça, est-ce que ce serait vraiment possible d'arriver à trouver un équilibre dans les techniques de construction, de fabrication en général, de tous les matériaux, de tous les trucs qu'on utilise actuellement au quotidien, pour avoir un truc qui est soutenable sur le très long terme ou pas du tout? Et donc déjà je me dis que si on était tous d'accord, je suis pas sûr que ce serait possible. Et là en plus clairement c'est pas la priorité de la plupart des politiques. La plupart des grands groupes financiers, des grosses industries, eux, l'avantage économique c'est plutôt d'exploiter un maximum les ressources tant qu'elles sont encore là, plutôt que de les préserver et comme je disais pour les arbres d'en prendre soin pour les générations futures. Pour eux c'est pas rentable, donc c'est pas du tout dans le sens dans lequel ils vont aller. Donc ça me paraît je suis très pessimiste pour l'avenir et voilà, j'ai pas de conclusion très heureuse pour cette vidéo, mais déjà je trouvais ça important d'en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens sur la chaîne qui suivent pour cette chaîne parce que je parle pas mal de matériaux écologiques et donc ça me paraissait important d'en parler parce que ce sujet là moi j'en ai assez peu entendu parler. Et puis quand même, pour finir sur une petite touche positive, je pense que je regrette pas quand même d'avoir fait la maison en bois. Je pense que c'est quand même peut-être la solution la moins pire, mais c'est un problème de choisir le moins pire, je pense. Et donc voilà, je serais intéressé d'avoir vos retours, vos avis là-dessus, si vous connaissez d'autres techniques, soit d'autres réflexions par rapport à tous ces trucs-là. Je suis super intéressé. Et si vous connaissez pas, donc moi comme je disais, j'ai fait toute la maison dans laquelle je suis là, quasiment 90% en bois, et j'ai fait des vidéos sur chaque étape, sur chaque choix de matériaux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos de la chaîne. Voilà, j'espère que vous allez me remonter un petit peu le moral dans les commentaires, et en tout cas je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les pingouins!